Bonjour tout le monde, on se retrouve dans un nouveau numéro de recommandations de livres avec toujours mon point de vue de thérapeute. Mon objectif, c'est vraiment de vous montrer comment utiliser vos outils du quotidien, à savoir la lecture, en outil thérapeutique. Comme le mois dernier, je vous présente donc mes lectures du mois. Là, je suis partie plus sur un thème fantasy, globalement où j'ai été chercher un petit peu de magie, tout simplement. On commence tout de suite avec le premier qui est celui-ci, Welcome to Fae Café de Jennifer Croft. Petite précision, si vous ne savez pas ce qu'est un ou une fae, globalement, en tout cas dans ce livre-là, c'est un mélange entre la fée et l'elfe. Généralement, c'est des personnes qui ont une taille humaine normale, qui sont peut-être même pour les hommes un peu plus grands. Généralement, ils ont tous les oreilles un petit peu pointues, ils peuvent avoir une couleur de cheveux et une couleur des yeux légèrement différente de la normale, ça peut être du violet, ça peut être, je sais pas, de feu, etc. Et généralement, ils sont quand même assez beaux. Là, en l'occurrence, c'est le profil qu'on retrouve dans ce livre. Pour vous expliquer un petit peu le livre, on suit Kate, du coup, qui est une jeune femme qui va malencontreusement tuer un fae. Et suite à ça, il y a 4 assassins, qui sont des fae, qui vont essayer de la récupérer pour pouvoir la tuer, pour se venger de cet assassinat. Dans les 4 assassins, il y aura le prince, qui est un homme très redoutable avec de grands pouvoirs. Et vous allez voir que le livre est légèrement décalé, ce qui fait qu'on a une cohabitation entre ces fae et cette humaine dans la ville de Toronto. Avant de partir sur le côté plus thérapeutique, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il est complètement décalé, donc il y a beaucoup de touches d'humour, et je trouve que ça aide davantage à lâcher prise, puisque du coup on sort totalement du quotidien lambda. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et au niveau des sujets liés à la thérapie, j'en ai retrouvé certains que je vais vous exposer tout de suite. Il y a un élément qui revenait assez souvent dans le livre qui était en lien avec l'identité. On a Kate qui a changé d'identité, on ne sait pas trop pourquoi au début, qui du coup s'est réinventé une personnalité, qui s'est réinventé son identité, qui cherche vraiment à fuir son passé. Et à côté, on a Cress, du coup le fameux prince, qui lui est à la recherche de ses souvenirs qu'on lui a volés. Donc il y a un trou dans son histoire qu'il cherche à récupérer. Donc on a vraiment cette notion de l'identité qui revient assez souvent. Il y a un élément que j'ai trouvé assez central aussi, c'est l'amour et l'amitié. Kate, qui a notamment sa meilleure amie qui est assez présente dans le livre. On a une amitié totalement improbable, je trouve, entre Cress, donc le prince, et la grand-mère de Kate, qui est pas quelque chose qu'on retrouve très souvent. Les personnages évoluent ensemble, on a vraiment cette amitié qui s'installe au fur et à mesure du livre et qui, je trouve, représente très bien l'amitié qui peut s'installer dans la vie de tous les jours. Et au niveau de l'amour, ce que j'ai trouvé assez drôle, bon, c'est tourné de manière vraiment très caricaturale et très démesurée, mais avec le personnage de Cress, on a une belle représentation du coup de foudre, même si dans l'histoire, vous allez voir, c'est beaucoup lié à l'ensorcellement, mais on a cette illustration parfaite de ce qu'est un coup de foudre et ce qu'on peut ressentir quand on a un coup de foudre. Il y a un autre sujet qui est revenu qui m'a laissé un petit peu perplexe parce que je n'arrive pas à savoir si c'est malsain ou sain. En fait, on parle beaucoup de manipulation et de contrôle, mais notamment avec une loi fae qui permet d'assujettir quelqu'un. Alors, assujettir quelqu'un, c'est globalement lui donner un ordre et la personne n'aura pas le contrôle sur ce qui va se passer, donc elle fera tout ce qu'on lui dira. Et c'est ça où je n'arrive pas à savoir si c'est malsain ou pas, puisque dans le livre, à la fois, il y a des ordres qui sont sain, puisque c'est pour sauver la personne et la sortir de certaines situations. Et à la fois, il y a ce jeu de contrôle quand même qui est un petit peu malsain par moment. Mais je trouve que pareil, le fait d'assujettir quelqu'un démontre totalement cette manipulation qui peut se créer, là dans le sens où elle ne contrôle pas la situation, mais ça fait aussi écho aux relations toxiques et puis au fait d'être manipulé par quelqu'un sans vraiment s'en rendre compte en fait au final. Et le dernier point qui là encore a été très caricaturé, c'est le fait d'être égocentrique. Là, on a Cress, le prince, qui est vraiment un personnage, mais qui est vraiment centré sur lui-même, j'ai envie de dire, qui se croit supérieur aux autres, se sent plus beau que les autres, etc. Tout tourne autour de lui, en fait. Mais c'est tourné de manière assez humoristique, ce qui fait que ce n'est pas perturbant, ça va avec le personnage du prince, mais ça démontre aussi ce côté-là où parfois des personnes auront un trop fort ego et auront l'impression que tout tourne autour d'eux, et je trouve que c'est assez bien caricaturé au final. L'autre livre que j'ai lu, c'est en réalité des mangas, donc j'ai les 3 premiers tomes. Tous les livres que je présente aujourd'hui, c'est des cadeaux que j'ai eu à mon anniversaire. Donc là, du coup, j'ai eu les 3 premiers tomes, donc ça s'appelle L'Atelier des Sorciers. Donc là, c'est le tome 1, le tome 2, et youpla, le tome 3. Donc dans l'histoire, ça parle d'une petite fille qui s'appelle Coco, qui est, je dirais, fascinée par la magie. Depuis qu'elle est toute petite.
Sauf que dans ce monde-là, les humains ne peuvent pas être sorciers, donc techniquement, elle n'a pas le droit d'utiliser la magie. Et elle va un jour surprendre un sorcier dans son village, elle va l'observer faire de la magie, chose qui est interdite, mais elle ne savait pas. Et elle va s'y essayer, sauf que malheureusement pour elle, ça va mal tourner, puisqu'elle va transformer sa mère en pierre. Normalement, on aurait dû lui effacer la mémoire, mais le sorcier en question lui offre une chance et la prend comme apprenti. Donc on va avoir toute son aventure en fait d'apprenti avec donc Coco, mais aussi les jeunes filles qu'elle va côtoyer. Donc il y a 3 autres sorcières qui sont apprentis également et qu'on apprend aussi à découvrir. Et on a aussi l'histoire de Keffrey, du coup, le sorcier. Dans le livre, j'ai repéré pas mal de petits points quand même thérapeutiques qui sont assez intéressants et je trouve qu'il est adapté à des enfants d'une dizaine d'années. Le premier point que j'ai relevé, c'est la naïveté. Coco, ça reste une petite fille. C'est malheureusement une petite fille qui est assez naïve. Elle est facilement impressionnable et elle est facilement, malheureusement, manipulable. Et je trouve que c'est subtilement amené parce que c'est pour montrer que ce n'est pas grave d'être naïf, mais que du coup, effectivement, les autres peuvent en abuser. Et du coup, c'est pas moralisateur, c'est vraiment pour montrer comment réussir à être moins naïf et être surtout moins manipulable. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. On parle un petit peu de pression sociale et de culpabilité à travers les enfants. Coco déjà qui culpabilise d'avoir forcément transformé sa maman en pierre, et Agathe, une autre des apprentis qui a une pression assez incroyable sur ses épaules alors qu'elle a qu'une dizaine d'années, qui fait tout pour satisfaire les autres. Elle ne pense pas à son propre bonheur et à son propre bien-être, mais elle veut tout faire pour les autres pour être dans les bonnes grâces, on va dire, qu'on lui prouve un petit peu sa valeur. Donc au lieu de se prouver à elle-même, elle prouve aux autres. Et c'est assez bien expliqué dans le livre, et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup chez les enfants et les adolescents qui ont envie de satisfaire le besoin de l'adulte sans forcément penser à ses propres besoins. Et un autre élément que j'ai adoré, c'est Keffrey, du coup, le sorcier, qui illustre que le quotidien, il est beau en fait tel qu'il est, et il apprend à ses apprentis à apprécier la vie telle qu'elle est, et que s'il la trouve moins belle, s'il trouve qu'on est un petit peu plus morose, et il faut rajouter un petit peu de magie dans sa vie pour rapporter un petit peu de joie et de bonne humeur. Tout est tourné un petit peu sur ça, la magie est faite pour rendre heureux, la magie est faite pour apporter de la gaieté, et du coup, plus on lit le livre, plus on a cette connexion entre le quotidien et la beauté en fait du quotidien. Un exemple tout bête, dans le livre, elle devait réchauffer des pommes de terre, et elle lui a montré comment utiliser la magie pour le rendre plus amusant, et pour qu'elle apprenne aussi ses sorts, mais il y avait ce petit truc de je fais une action du quotidien qui peut paraître un petit peu barbante, et je la rends plus amusante, du coup j'apprécie d'aller réchauffer des pommes de terre. Truc tout bête, mais qui était sympa, je trouvais. Il y a plein d'autres tomes du manga, il faut que je les achète. Là, c'est vraiment que les 3 premiers. Je crois qu'il y en a une quinzaine. Donc, j'ai encore pas mal à lire. Mais du coup, pour les 3 premiers, c'est globalement les thèmes que l'on retrouvait. Et pour la dernière lecture, c'était celui-ci. La petite boutique des sortilèges de Sarah Beth Durst. C'est un livre, globalement, qui parle d'une jeune femme donc, qui est là, qui était bibliothécaire, donc qui était très isolée, qui se retrouve à fuir une révolution. Donc, elle quitte la bibliothèque avec quelques livres, et elle part dans son village natal, qui est une petite île, où elle vient en fait chercher refuge tout simplement. Pour quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'avoir de contact social, là elle se retrouve avec des voisins très curieux, qui viennent très souvent la voir, et pour s'en sortir et pour pouvoir vivre, elle décide d'ouvrir une confiturerie, qui est un petit peu mêlée aussi à la magie, parce qu'elle utilise aussi des sortilèges, et elle cherche des moyens d'aider les habitants, sans non plus être trop impliquée dans la vie du village. Là encore, j'ai relevé des petits points au niveau thérapeutique, donc je vous parle des plus, je dirais, frappants. Le premier, c'est la timidité, qui est là, donc qui est une jeune femme qui ne parle quasiment à personne, est amenée à s'ouvrir aux autres. Donc c'est assez long dans le livre, le fait qu'elle s'ouvre aux autres. Au début, elle est limite un petit peu frustrante, parce que du coup, elle se ferme aux discussions. Et plus ça va, plus elle s'ouvre. Après, on comprend pourquoi aussi à travers l'histoire, mais il y a vraiment cette ouverture qui se fait tout au long du livre. Et puis la confiance aussi, forcément, qui s'installe avec les personnages. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant de l'amener comme ça, de par le fait de son métier, et puis qu'elle arrive petit à petit à s'offrir aux autres et à se rendre compte qu'elle n'est pas obligée de se débrouiller toujours toute seule. Deuxième élément qui était frappant, la bonté. La bonté et la bienveillance. On a un village qui aime, entre guillemets, se mêler des affaires des autres, mais qui le fait par bienveillance pour aider les autres à réparer un toit, à réparer une cheminée, à faire à manger, etc. Ils s'entraident tout simplement. Le personnage de la reine, qui est un voisin, qui vient très régulièrement voir qui est là,
Et je trouve une très belle illustration de cette bonté, de cette bienveillance, puisque lui, il ne réfléchit pas pour aller aider quelqu'un. Il va pas penser au danger, il va pas penser à son propre bien-être, il pense d'abord au bien-être de l'autre, et du coup, il fonce sans se poser de questions. Et j'ai trouvé que c'était une très très belle illustration de cette bienveillance, tout simplement. Et enfin, ça parle de peur, et là j'ai adoré, parce qu'en fait, dans le livre, elle a un assistant qui est une plante qui parle, et la peur est assez associée à ce personnage-là. Et l'image qu'elle utilise, j'ai trouvé ça excellent, parce que du coup, il fait trembler ses feuilles quand il a peur, et ça fait écho à ce qu'on nous dit, oh là là, je tremble comme une feuille. C'est la même chose, et ça, j'ai trouvé ça génial, parce que du coup, on est vraiment sur une belle illustration, de par la plante, mais surtout une belle illustration de la peur, et que c'est normal de trembler, et que c'est ok. Et j'ai trouvé ça très bien que ça revienne assez souvent dans le livre, et que Kiela, au contraire, elle est très douce avec lui, elle le rassure, etc. Et je trouve que ça fait écho au quotidien, où quand on est stressé et qu'on tremble comme une feuille, on a souvent quelqu'un qui vient pour nous aider à nous apaiser, et puis calmer un peu les tremblements, nous rassurer, et puis qu'on puisse partir sur la suite un peu plus sereinement. Donc c'était mes lectures du mois, j'espère que ça vous aura intéressé. En mars, je pars sur le thème de la mythologie, donc ça va être encore autre chose, j'ai hâte de découvrir tout ça. De ma petite sélection, j'ai vraiment été sur tout type de mythologie, je me suis pas centrée sur une, donc je pense que ça va être assez intéressant aussi. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, je ne sais pas quand, je ne sais pas quoi, ce sera la surprise. Prenez bien soin de vous et utilisez tous les outils que vous avez à côté de vous au quotidien, que ce soit les livres, les séries, des podcasts, que ce soit aller marcher dans la nature. Toute petite action, même minime soit-elle, vous fait du bien au mental, alors osez prendre ce petit temps pour vous.